Je range mon bureau. C'est la première vidéo de l'année 2021 et comme je n'ai pas fait de vidéo depuis un mois et comme j'ai quand même un petit peu lu, eh bien il y a beaucoup de livres et comme il y a beaucoup de livres, ça va dépasser une demi-heure et comme ça va dépasser une demi-heure, si je ne veux pas avoir à faire de montage, je suis obligé d'utiliser l'ordinateur parce que pour le téléphone et pour l'appareil photo, je suis limité en temps, même en réduisant la qualité. Donc tant qu'à avoir une qualité réduite, eh bien normalement avec l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Comme j'utilise un micro cravate que vous ne voyez pas, qui est hors champ cette fois-ci, le son devrait être correct. L'image en revanche, c'est pas terrible, mais bon, l'image, à part quand je montre les livres, ça n'est pas très important. Et justement, commençons par le livre que j'ai terminé ce matin, Maryse Condé, Victoire, les saveurs et les mets. Un livre récent de Maryse Condé, je revérifie, 2006, publié en édition de poche, folio 2008, cette édition 2018, ça m'a été offert pour mon anniversaire et je n'avais pas encore eu le temps de le lire. Je signale que ce livre-là pourra, avec un autre livre de Maryse Condé, Mes émerveilles, trouver sa place sur les rayonnages de la nouvelle librairie Les Saisons à Tours. Je n'ai pas vérifié avec la libraire si le livre était déjà là, mais il y sera parce que c'est vraiment typiquement dans le cadre de ce que cette très chouette librairie propose. Et si vous êtes tourangeau, et même si vous n'êtes pas tourangeau, eh bien à un moment donné, il faut prévoir d'aller faire un tour, acheter du vin et des livres aux Saisons à Tours. Je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, comme son nom l'indique, Victoire, les saveurs et les mots, c'est un livre qui est un portrait d'une cuisinière. Alors pas n'importe quelle cuisinière, la grand-mère de Maryse Condé. Et la grand-mère de Maryse Condé a été obligée de faire tout un travail sur les archives, sur sa mémoire personnelle, sur la mémoire familiale, de rebrasser un très grand nombre d'éléments pour réussir à dessiner le portrait de cette grand-mère qu'elle n'a pas connue. Cette grand-mère qui est morte plusieurs années avant sa naissance, dont sa mère lui a très peu parlé, et qui est au centre, en fait, bien entendu, de toute une généalogie familiale, c'est le sujet, un des sujets principaux du livre, mais qui est aussi au centre d'un certain nombre de secrets, voire même d'une forme de honte. La mère de Maryse Condé avait honte de sa mère, et en même temps, elle ne s'est jamais totalement remise de sa mort. Il y a eu une proximité très forte. Le livre, en fait, brosse toutes ces contradictions entre l'accession à la culture, à des professions intellectuelles, à des professions mieux rémunérées, et cette femme, Victoire, qui était analphabète, qui ne parlait que créole, qui ne parlait pas français, et qui a finalement, selon le portrait qu'en brosse Maryse Condé, et qui est un portrait subjectif, qui est une recréation dont on peut imaginer qu'elle essaie d'être le plus fidèle possible à ce qu'a pu être la réalité historique de cette grand-mère, eh bien, un de ses talents créatifs, et c'est un peu ça qui est dit en filigrane, et Maryse Condé ne le dit jamais comme ça, mais finalement elle établit une sorte de parallèle entre elle-même, la grande écrivaine, et Victoire, qui a été la grande cuisinière, et dont apparemment tout atteste qu'elle a été une cuisinière extraordinairement créative en n'ayant jamais appris auprès de chefs. Donc on a une sorte comme ça de talent, de création culinaire pure, d'une immense richesse, qui se décline au fil des pages dans le portrait que Maryse Condé trace de son aïeul, de son enfance à sa mort, et en se focalisant quand même énormément sur les années de la vie adulte, les rapports difficiles avec la famille, etc. Je ne vous raconte pas toutes les complications généalogiques, toutes les complications amoureuses qui se situent dans le livre. Je ne peux que vous conseiller de lire le livre lui-même, qui présente un certain nombre de passages assez étonnant, il faut bien l'avouer, même dans la caractérisation, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport aussi à l'identité, ou ce que l'on appellerait aussi l'identité raciale, l'identité de classe aussi, en Guadeloupe, sachant que le livre brosse en fait un portrait des Antilles dans leur pluralité, puisqu'il y a une identité diffractée entre la Martinique et la Guadeloupe. Haïti n'est jamais très loin, enfin il y a Haïti d'ailleurs on dit, non je ne sais pas ce qui me prend, Haïti n'est jamais très loin, et donc il y a tout ce rapport quand même très très complexe à la polygraphie, à la polyphonie antillaise aussi en sous-main. Le portrait de la grand-mère de Maryse Condé lui permet aussi de revisiter toute cette période très particulière de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, où commencent à émerger des élites métisses et des élites noires, avec toutes les élites des blancs pays, des Français des Antilles, qui voient ça d'un très mauvais œil et qui restent enfermés en fait dans leur
oui, dans une forme d'apartheid en fait, qui n'est pas un apartheid au sens légal, encore que bien entendu, il y avait un certain nombre de discriminations juridiques, on va dire, mais qui est plutôt une forme d'apartheid culturel total, qui est d'ailleurs lui-même repris ou maintenu ou prolongé par un certain nombre de ceux qui le subissent. Donc toute cette question des élites, des classes et même des castes presque séparées est au centre du livre. Alors je n'ai pas préparé du tout cette vidéo, comme d'habitude, j'ai noté un certain nombre de passages, mais je vais en lire un seul. En ces temps-là, les domestiques circulaient, s'échangeaient comme des piécettes de monnaie, les bonnes maisons se les prêtaient et se les rendaient sans que jamais leur habit soit sollicité et que leur soit versé le moindre salaire. À dater de ce jour, Anne-Marie fut assaillie de requêtes sur papier Bristol émanant des familles les plus en vue. Pouvait-elle prêter Victoire pour tel ou tel repas de baptême, d'anniversaire, de noces? Chaque fois, elle répondait avec délectation par la négative. Puisque le désir, c'est bien connu, s'attise de ne pas être satisfait, la réputation de Victoire augmentait à chaque refus. Ceux-là qu'il avait le plus décrié en une totale volte-face la considéraient avec convoitise, rêvant de se l'approprier. Victoire n'appréciait pas tout ce bruit autour de sa personne. C'est à regret qu'elle confiait à Anne-Marie le secret de ses compositions culinaires afin que celle-ci les baptise et les fasse imprimer. Comme un écrivain dont l'éditeur décide du nom, de la couverture, des illustrations de l'ouvrage, c'était en partie se dessaisir de sa création. Elle aurait préféré en conserver le mystère. Et puis pour elle, cuisiner n'impliquait aucun désir de vengeance vis-à-vis d'une société qui ne lui avait jamais fait de place. Plus que la musique, où elle n'excella jamais, ni à la guitare ni à la flûte, c'était sa manière d'exprimer un moi constamment refoulé, prisonnier de son analphabétisme, de sa bâtardise, de son sexe, de toute sa condition asservie. Quand elle inventait des assaisonnements ou mariait des goûts, sa personnalité se libérait, s'épanouissait. Cuisiner, c'était son rhum perlabat, sa ganja, son crack, son ecstasy. Alors, elle dominait le monde. Pour un temps, elle devenait Dieu, là aussi, comme un écrivain. On peut certes imaginer une complicité entre Anne-Marie et Victoire qui se partageaient tout. L'une appelée à la rescousse pour apporter les dernières touches à l'œuvre culinaire. Cependant, je m'y refuse. Le créateur est trop jaloux de son œuvre pour supporter un partage. Victoire obéissait de mauvaise grâce à Anne-Marie, il fallait lui tirer les informations de la bouche. Alors on voit que l'analogie avec l'écriture est précisée. Bon, j'ai déjà consacré 6 minutes ou un peu plus même à ce livre et à ce rythme-là. La vidéo va faire 2 heures, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, mais on va essayer d'éviter, puis moi je n'ai pas le temps d'enregistrer 2 heures ce matin. Je voulais juste remarquer dans le passage que j'ai lu qu'il y a une faute de français, de frappe, d'imprimerie, on ne sait pas trop, mais qui se retrouve à d'autres moments, à savoir que ce qui devait être un passé simple, ce qui doit être un passé simple, plus que la musique où elle n'excella jamais, se trouve hyper corrigé en imparfait du subjonctif. Je ne sais pas si on le voit, voilà, ça doit être par là, je ne sais pas, je ne le trouve pas. Ouais, c'est là. Où elle n'excella jamais. Ben non, c'est pas un imparfait du subjonctif ici, c'est bien un passé simple. Elle n'a jamais excellé en musique. Et donc on a cette espèce d'hypercorrection, et je pense que voilà, c'est quand même, ça doit venir, je pense quand même d'une confusion dans les manuscrits de Marie Scondé elle-même. Mais bon, c'est juste une remarque en passant, mais j'avais remarqué ça aussi dans d'autres livres de Marie Scondé lus en folio. Il y a un certain nombre comme ça de coquilles grammaticales un peu étranges, parfois aussi des utilisations de négation qui font que la phrase dit le contraire de ce que de toute évidence elle est censée vouloir dire dans le contexte. Bon, c'est un peu étrange, bon, c'est une notule en passant. Dédale de René Ponce, le dernier livre de René Ponce aux éditions du Réalgard, collection L'Or Piment, que je ne présente plus. Et René Ponce aux éditions du Réalgard, j'avais beaucoup aimé son livre Gravat. Celui-ci est un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus obscur, je l'ai trouvé un peu plus difficile d'entrer dedans en quelque sorte, et c'est un portrait très émouvant sur la création, sur la manière dont on n'échappe pas à la création. Dédale ici ne représente pas, comme on pourrait le penser, comme moi je me l'étais imaginé, la structure, le labyrinthe, mais en fait fait allusion aussi simultanément au nom de l'inventeur du labyrinthe, à la figure mythique de Dédale. Et donc ça convoque aussi bien entendu en filigrane l'image d'Icare, et donc l'image de la création impossible, de la création dans laquelle on est enfermé. Et donc c'est un très beau poème sur la vieillesse et sur l'enfermement, sur la libération. Et donc c'est très beau, même si, comme je l'ai dit, il y a quelques moments où moi je me suis un peu perdu. Je vais vous lire. Alors c'est un poème en prose, il est constitué de brefs paragraphes repris à chaque page. Ça fait
9 ou 10 lignes à chaque fois. Ça a été écrit en une quinzaine à tout début de l'année 2020. Et il y a, je ne veux pas dire de bêtises, 46 fragments qui ne sont pas numérotés. Mais comme je suis un petit peu maniaque, je vais quand même vous préciser que celui que je m'apprête à vous lire est, si je ne m'abuse, le 19e, page 27. Mémoire dérisoire de tout et de rien. L'air se fige autour des êtres eux-mêmes figés. Malgré l'agitation, tout s'immobilise. Pour la énième fois, la même image apparaît sur l'écran d'un cinéma désert. Dehors, lentement, la ville s'écrase sur sa base. Un lamento invisible se coule entre les ruines. L'enfant et le vieillard confondus se rejoignent dans de vieux décors tendus devant le néant. L'enfant et le vieillard ont le même visage. Depuis combien de temps tourne-t-il dans l'œil d'un cyclone sans fin recommencer? Et je vais vous lire l'avant-dernier fragment aussi. J'avais noté le dernier, puis non, je ne vais pas vous lire la fin. C'est pas qu'il y ait une révélation ou que ce soit un texte qui fonctionne sur le spoiling ou sur l'effet d'attente, mais je ne vous lis pas le dernier poème, je vous lis l'avant-dernier fragment ou section. Dieu n'est jamais mort puisqu'il n'a jamais existé, sinon à l'état d'illusion mortifère. Et pourtant Dieu flotte partout comme une énorme montgolfière, servie par des prélats enrubanés ou enturbanés. Dieu est un kaléidoscope variable selon l'œil qui le regarde, hypnotisé. Le marcheur sur sa route n'a jamais rencontré Dieu, mais il a trouvé partout ces bibelots fabriqués par des petits hommes pleins d'imagination. Et ces bibelots, il les a écrasés sous ses semelles. Là encore, hein, la création comme aussi philosophie à coups de marteau, hein, le fait de crépuscule des idoles, le martèlement, la destruction de ce qui est la mystique enrubanée ou enturbanée. Un autre livre très récent aux éditions de la Contralée, je suis en train de chercher la date, je crois que c'est de 2020 tout simplement, où est publié en 2019 au Québec, en 2020 en France, Fresh Kills, Recycler la Terre de Lucie Taïeb. Et c'est un livre, comme son nom l'indique, mais moi ça ne me disait rien, j'avouerai mon inculture à cet égard. Fresh Kills, c'est le nom de la plus grande décharge, de la plus grande déchetterie, comme on dit maintenant, mais à l'époque on disait décharge, qui se trouvait au large de New York, hein, sur l'île, et sur je ne sais plus quelle île d'ailleurs, je dis des bêtises, oui, sur Staten Island tout simplement, j'ai eu un trou, je ne l'ai pas lu il y a très longtemps pourtant, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est ma mémoire, et donc c'est une décharge qui a sévi en quelque sorte des années 40 aux années 2000, et dans laquelle même ont été, enfin une des dernières mission en quelque sorte du personnel de la décharge, ça a été d'y ensevelir les décombres du 11 septembre, des tours jumelles, avec donc des morceaux de cadavres dedans. Voilà. Et cette décharge, dont la fin avait été programmée dès les années 90, elle a cessé totalement de fonctionner en tant que décharge il y a maintenant une dizaine d'années, et Lucie Taïeb s'est intéressée au projet de réhabilitation de cette décharge. Je lis ce qu'il y a derrière ce qu'en dit l'autrice, et puis je vous lirai un extrait après. La première fois que j'ai entendu parler de ce lieu, c'est dans le roman Fleuve de Dan Daley Outremonde. Par curiosité, je me suis demandé à quoi ressemblait la décharge de Fresh Kills, et j'ai fait une découverte dont d'une certaine manière je ne suis toujours pas revenu. Je n'ai pas vu ce à quoi je m'attendais, des tas monstrueux d'ordures. À la place, il y avait des images de collines verdoyantes et d'une rivière bleutée. Les tas d'ordures y sont toujours pourtant, mais ils sont recouverts. Le site entier est en cours de réhabilitation, pour reprendre ce terme qu'on applique aux personnes ou aux choses qui ont subi une déchéance. Parce que j'étais fasciné, je me suis mis à lire les travaux de ceux qui travaillent de longue date sur la question des déchets, les urbanistes, les anthropologues, les gestionnaires, les géographes. Dans le même élan, je suis parti pour Staten Island. Je suis allé voir Fresh Kills, la décharge qui n'existe plus, et puis j'ai trouvé Fresh Kills, en un seul mot, on notera la disparition de l'espace, le parc en devenir. À mon retour, j'ai écrit ce livre, qui est à la fois le récit de mon voyage, histoire de ce lieu singulier, et tentative de compréhension par l'esprit, mais aussi par les sens et par l'imagination. Dans quel monde vivons-nous lorsque les déchets sont absents de notre champ de vision et pourtant omniprésents? Et je vais vous lire un extrait de Fresh Kills, Recycler la Terre, qui était un livre très intelligent, très bien écrit, très fin dans la manière dont il croise l'observation anthropologique, l'essai, parce qu'elle lit énormément et elle
et sans toujours citer forcément, ça n'est pas un travail universitaire, elle se nourrit vraiment, elle nourrit son texte de toutes ses lectures, et elle en parle, je veux dire, elle cite ses sources quand même, et donc c'est toujours un peu à la croisée comme ça du récit personnel, du récit anthropologique, de l'essai philosophique sur bien une thématique essentielle, hein, l'ensevelissement des déchets, la manière dont on se débarrasse des déchets, et depuis combien de temps, et depuis combien de siècles, et quelles sont les différentes théories opposées, et surtout comment on rend tout ça invisible, et comment finalement on a cette espèce d'utopie d'un gigantesque parc naturel, avec beaucoup de guillemets, qui est construit, qui va être entièrement fait par-dessus des montagnes de déchets, et tous les processus pour que ça ne soit pas toxique, ou que ça ne soit pas trop toxique, on ne sait pas trop. Donc il y a toute cette question-là. D'ailleurs, j'entendais pas plus tard qu'hier à la radio un énième reportage sur la méthanisation, sur la récupération du méthane, et notamment du méthane des déchets. Depuis le temps que je lis des articles sur cette question-là, c'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas encore des voitures qui roulent au méthane issu de la production de déchets. C'est que ça doit être quand même plus compliqué qu'il n'y paraît dans un certain nombre comme ça de discours un peu volontaristes. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais c'est pour dire qu'en revanche, oui, c'est un livre de littérature, si on veut, comme la plupart des livres que je chronique ici, mais qui est un livre de littérature qui croise quand même ces questions, ces obsessions, ces préoccupations, qui sont aussi les miennes. Ça commence à Paris, hein. Page 114. Cet été-là encore, tout début de juillet, une grève des éboueurs change la physionomie du quartier. Je photographie les poubelles qui s'accumulent sur le trottoir et me prends à rêver d'une grève illimitée. J'imagine les poubelles qui s'entassent sans fin la puanteur, la solidarité inattendue des citoyens qui décident que non plus, ne veulent plus travailler. Et dans ce climat d'euphorie douce et de chaos, quelque chose se profile comme une révolution par l'ordure, la fin du règne insupportable de cette propreté prétendument vertueuse où l'on étouffe. Puis vient le temps des vacances, le départ de Paris, la rentrée, ses exigences qui balaient ses fantasmagories, signent le retour à la normale. J'ai pourtant tendance à croire que nous ne sortirons bientôt de l'ignorance que pour entrer dans la fascination. Ne plus arrêter de penser aux déchets, en voir partout sans cesse, une obsession, une hantise, comme nous hante une vérité dont on détourne le regard et dont on ne peut oublier qu'elle existe bel et bien, et qui dans notre dos se transforme en cauchemar. En 1987, le Mobro 4000, barge chargée de déchets, quitte le port de New York, longe la côte est jusqu'au Belize, puis remonte vers New York après avoir tenté en vain et à plusieurs reprises de se délester. Le chargement sera finalement brûlé à Brooklyn et les cendres seront enterrées dans la petite ville d'Islip, d'où les déchets étaient originaires. Une vive discussion publique s'ensuit, les imaginations s'enflamment, le Mobro devient une figure de la culture populaire, barge errante, vaisseau fantôme empli à rabord d'un chargement suspect dont personne ne veut. J'arrête là la lecture, mais il faudrait poursuivre. Il suffit pourtant, afin d'éviter de céder à l'emprise du cauchemar, de changer de monde, non pas de changer le monde, le temps n'est plus au rêve, mais bien deux mondes, c'est-à-dire deux langages. Et donc, ça pourrait résumer tout le projet. Ça aurait pu être un autre sous-titre, recycler la Terre, oui, recycler la Terre, changer de monde, et donc changer de langage. Très beau livre de Lucie Taïeb, très marquant, ça pousse à réfléchir, c'est un essai aussi en ce sens-là, ça va résonner encore longtemps. Fresh Kills de Lucie Taïeb, aux éditions de la Contralée. Noces de Jasmin de Ella Fekki. Et là, il s'agit d'un livre, là encore publié en 2020, aux éditions Jean-Claude Lattès, dans la collection La Grenade. J'ai pas très bien compris ce qu'était cette collection La Grenade. Visiblement, ça a pour but de mettre en avant des textes d'auteurs encore peu connus. Et c'est de fait le premier roman de Ella Fekki, et c'est un livre dont je n'aurais jamais eu connaissance sans l'admirable Ahmed Slama. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne d'Ahmed Slama, ça s'appelle Littéralutte. Si vous n'allez pas lire régulièrement les billets qu'il publie depuis quelques semaines, il est retombé un peu dans le mutisme. J'espère qu'il va nous revenir très vite. Eh bien, abonnez-vous, essayez de suivre tout ce qu'écrit et tout ce que publie Ahmed Slama. Et donc, sans lui, je n'aurais jamais connu l'existence de ce livre, Noces de Jasmin de Ella Fekki. Et c'est un livre sur les quelques jours qui précèdent le départ de Ben Ali pendant la révolution de Jasmin, la première des révolutions de ce que l'on a appelé après le printemps, les printemps arabes. Et donc Ella Fekki, elle y consacre ce bref roman polyphonique. Polyphonique pourquoi ? Parce que
selon un procédé qui n'est pas d'une originalité folle, qu'on a trouvé déjà avec beaucoup d'efficacité dans En compagnie des hommes de Véronique Tadjo, dont j'ai parlé là encore il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo, eh bien, elle fait alterner, et la fait qui fait alterner à la première personne un certain nombre de témoins, d'acteurs, d'actrices de cette révolution de Jasmin. Et donc on a plusieurs générations, bien sûr. On a la génération des jeunes, de ceux qui ont 20, 25, 30 ans au moment de la Révolution et qui sont partie prenante. Puis on a la génération des pères aussi qui prend la parole. Et puis on a même la cellule qui parle, parce qu'un des personnages passe presque tout le livre, presque tous les jours concernant le livre. Et c'est une figure d'informaticien dissident en fait. Il passe tout le livre en prison et on a à la fois son récit à la première personne et le récit à la première personne de la cellule qui témoigne en fait du régime et de l'autoritarisme du régime et de ce qu'elle voit et de la manière dont fonctionne la police. La police, évidemment, la police, on va dire politique, dictatoriale, aux ordres de Ben Ali jusqu'en 2011. Et donc j'ai lu ce livre pile 10 ans après la révolution de Jasmin. Il y avait des articles qui paraissaient la semaine dernière et moi j'ai lu ce roman à peu près au même moment. Donc c'était pas une coïncidence totalement, parce que je pense que le livre a été publié il y a quelques mois aussi par résonance avec ce premier retour que l'on commence à faire avec un peu plus de distance sur ces fameux printemps arabes. Mais enfin c'était quand même assez troublant. Je vais vous lire plusieurs extraits. Bref, du coup. Essia, page claire, page obscure. Tunis, samedi 8 janvier 2011. Je suis perdu dans mes rêveries solitaires. Une conversation avec Mehdi remonte à la surface. Alors que nous fumons une cigarette sur ma terrasse, un verre de vin blanc à la main, je lui raconte mon enfance et mon départ pour la France. J'avais quitté Tunis-la-Blanche pour vivre ma culture française, qui m'appartenait sans que je la saisisse totalement. La Tunisie de mon enfance, celle des Noëls au ciel bleu, était dorée. J'ai été émerveillé la première fois que j'ai vu tomber la neige en France. Je lui parle de mes années à la Sorbonne lorsque je découvre les essais et les romans d'Albert Memmi. Par parenthèse, Albert Memmi, il est mort l'an dernier, en 2020. Puis j'avais parlé de son livre La statue de sel quelques semaines avant, à peine, dans Je range mon bureau, je crois, d'ailleurs. Et donc là, par le biais d'un des personnages évidemment référence à une figure tutélaire, et la fait qui paie sa dette en quelque sorte. Donc il y a ce fonctionnement bien sûr circulaire qui n'est pas un fonctionnement vertical, mais qui est un fonctionnement presque horizontal, vertical d'un point de vue linéaire, mais horizontal du point de vue de l'intertextualité. Je poursuis. Depuis mes études, ces textes ne m'ont plus jamais quitté. Je l'avais rencontré 3 années auparavant, pas loin de Beaubourg, pour mon mémoire universitaire. Il m'avait offert du thé, des pâtisseries orientales dans son atelier d'écrivain. Il avait été fasciné par les photographies que j'avais faites à Tunis lors de l'un de mes séjours chez mes parents. Muni de mon appareil photo, j'avais retrouvé tout le décor de la statue de sel, l'impasse Trondia, le lycée Carnot et ce qu'il restait du ghetto de Tunis, lieu d'enfance du fils d'un modeste bourrelier juif et d'une bédouine illettrée, sujet colonial sous la France de Vichy. Et pour lire plusieurs extraits, je m'interromps ici. Yacine, j'ai la frousse. Tunis, mardi 11 janvier 2011. Et là, c'est un des vieux. Je sais pas, il a 55, 60 ans. Et il est pharmacien. Il a parlé en fait de ses études en France dans les années 70, dans plusieurs chapitres. Et là, il est pris dans la révolution elle-même. À la pharmacie, je n'entends plus aspirine, aspirine, s'il vous plaît, Sidi Yacine. Mais des bandelettes, des calmants, des antiseptiques. Je fais entrer les gens dans l'officine, je nettoie leurs plaies. J'applique des compresses, je bande bras, épaules, genoux, mollets, la journée est longue. Je rentre crevé par ma journée de boulot. Le téléphone sonne, je décroche. C'est Maman Maïssa. Elle a l'air bouleversée, inquiète de la révolte qui gagne le pays. Les gens, dehors, luttent pour récupérer leur liberté. Il y a une semaine, un homme est mort après s'être immolé. Depuis, les affrontements s'amplifient, les slogans sont retentissants. Plus rien n'est contrôlable. L'avenir semble soudain imprévisible. Nous entrons dans une nouvelle ère. La Saint-Sylvestre s'est faite au son des balles et des explosions nocturnes. Et ça se termine le 14 et le 15 janvier, quand Ben Ali s'en va. Aujourd'hui, tiens, on est le 15 janvier 2021, donc c'est le 10e anniversaire de ça. Et moi, je vous parle de ce très beau livre d'Ella Feki, Noces de Jasmin. Dernier extrait, et là, c'est la cellule qui parle. C'est un des chapitres où on entend, où on lit la voix de la cellule de prison. La cellule, la fin. Tunis, matin du vendredi 14 janvier 2011.
Le jour se déploie timidement. Mehdi déplie toutes les feuilles qui obstruent les trous de mes parois et les glisse dans la poche avant de sa chemise. Des rouleaux de mots d'amour, des flots de lettres qui murmurent des informations compromettantes. Elle est fière, la chemise bleue. Je le vois bien et elle m'agace. Tous ces parchemins lui appartiennent maintenant. Ils auraient dû crever ici, cela aurait dû être leur sort, comme pour Mehdi, comme pour tous les autres. La rumeur gonfle, Mehdi fait les 100 pas, il veut sortir, il entend une voix chanter à travers la foule « Kelmti Hara », ma parole est libre. Dehors c'est le chaos, un vrai raffut, on entend tirer. C'est moi qui ai la frousse maintenant. Je ne connais que cela, les cris, la torture. Des petites boîtes en métal en guise de pot de chambre traînent sur les côtés. La pisse et le sang colorent mes murs depuis des années. C'est mon spectacle permanent. J'aime les paroles interdites, j'aime les histoires des détenus, que personne d'autre que moi n'entend. Du bruit, les flics approchent, ils sont plusieurs. Ils marmonnent que le président est sur le point de prendre l'avion. Ils ouvrent toutes les cellules une à une. Il faut semer le trouble, relâcher tous les prisonniers. Dans le tas, les voyous purs et durs se chargeront de foutre le bordel en se mêlant à la foule. C'est un ordre qu'ils ont reçu, une politique de terre brûlée, des représailles. Ils viennent libérer Mehdi. Je comprends maintenant que depuis le début, Mehdi était le seul à le savoir. C'est une révolution. Tout le monde s'en va. Les sous-sols sont désertés, je ne veux pas qu'on m'abandonne, je veux rester la cellule. Donc voilà, même la cellule parle, et donc il y a toute l'ambiguïté, et toute l'histoire, tous les éléments historiques, tous les faits. Et d'ailleurs le livre se termine par quelques pages de repères historiques de la Révolution. Donc ça veut dire qu'elle a fait qui, hein. Elle a cherché à épouser au plus près les faits, les phénomènes historiques avérés, et donc faire roman polyphonique à partir de faits extrêmement précis, minutieusement vérifiés. Et donc on n'est pas du tout bien sûr dans la post-histoire ou dans la post-vérité, mais on est dans une plus grande vérité transmise par la polyphonie romanesque, comme dans les communistes d'Aragon, comme dans la fosse commune de Pierre Vinclair. Je vous renvoie à un interpares que j'avais enregistré en octobre sur ces mêmes questions. Et puisqu'on parle d'histoire et de littérature, ça c'est pas un livre récent, Mihail Sebastian, depuis 2000 ans, c'est un livre dont la première édition remonte à 1932 je crois, et cette traduction a été publiée aux éditions Stock en 1998, traduction du romain par Alain Paruy. Voilà. Always name the translator. Et ce livre, j'en ai eu connaissance via Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube. Et là encore, j'ai consacré une vidéo interpares à Sur la route du Danube. Bon, je vais oublier de vous mettre les liens, mais il suffit d'aller sur ma chaîne et d'aller chercher, d'aller glaner un peu tout ça. Sur la route du Danube, c'est un livre que j'ai énormément aimé, et c'est un livre, quand j'en ai parlé, j'ai dit que c'est un livre qui brassait énormément de références à des écrivains, à des créateurs, des musiciens, etc., qui m'étaient pour un certain nombre d'entre eux mal connus, voire totalement inconnus. Et c'était le cas de Mihail Sebastian. Et Mihail Sebastian, je vais juste citer la petite notule biographique qu'il y a sur la 4e de couverture. Né en 1907, Mihail Sebastian est un des plus grands écrivains roumains du siècle. Romancier, auteur dramatique, essayiste, journaliste, il était aussi un fin connaisseur de la littérature française. Il a laissé une œuvre qui connaît de nouveau un grand succès dans l'Europe entière. Il est mort accidentellement en 1945. Et je disais que c'est un roman sur l'histoire. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de l'antisémitisme. C'est un roman absolument bouleversant et magnifique sur la montée, j'allais dire la montée, non, la rémanence des antisémitismes qui sont là depuis 2000 ans, mais qui dans les années 20 et dans les années 30, dans la Mitteleuropa, en Europe de l'Est, en Europe centrale, ont un regain de plus en plus important parce qu'ils sont relayés bien sûr par des idéologues, par des discours idéologiques, voire comme il le montre aussi dans ce livre, par des discours savants, par les universitaires. Et donc ça veut dire que l'antisémitisme larvé qui est un peu là tout le temps, qui est un peu là depuis 2000 ans, il ressurgit régulièrement en pogrom. Ce qui est très bouleversant dans ce livre, c'est qu'il a été publié au début des années 30 et qu'en fait, ce que la plupart des personnages, et notamment des personnages juifs, du roman semble dire, c'est que on revient à l'époque des pogroms et on va revivre des pogroms comme on en a vécu à tel et tel moment. Il y a des références. Alors il y a un personnage
d'un vieux juif assez caricatural, qui est d'ailleurs surnommé le juif errant par le narrateur, et qui vend des livres, qu'il rencontre dans un train, qui vend des livres, des vieux livres talmudiques, et qui grosso modo, enfin tous ces personnages-là, il y a aussi tous les sionistes, c'est un roman qui est très intéressant aussi pour l'histoire de la constitution du mouvement sioniste et la manière dont un certain nombre de personnages veulent aller s'installer en Palestine. Et tous les débats qu'on a actuellement entre prendre leur terre à des gens qui y sont déjà, à des Arabes qui y sont déjà, et pourquoi est-ce que les pouvoirs coloniaux s'apprêteraient-ils à céder des terres aux Israéliens, aux Israélites, comme on disait, pour qu'ils en fassent leur terre. Enfin, tous ces débats qui n'arrêtent pas de ressurgir actuellement et régulièrement dans le cadre du conflit israélo-palestinien, ils sont déjà aussi dans le roman. J'ai ouvert une parenthèse, je la referme ou j'essaie de la refermer. C'est pour dire que, en fait, ce qui est bouleversant dans ce livre-là, c'est que les personnages de ce livre, et pour cause, n'anticipent pas du tout le fait que les pogroms et l'antisémitisme va prendre la forme atroce, épouvantable, inédite, qu'il a prise avec l'Allemagne nazie et dans les camps de concentration et d'extermination. Et ça n'est pas anticipé, et pour cause. Mihaïl Sébastien ne pouvait pas imaginer ou anticiper les camps d'extermination. Et donc, moi j'ai lu évidemment ce livre-là en ayant très peu de connaissances sur la Roumanie, sur l'histoire de la Roumanie, encore moins sur la politique roumaine dans l'entre-deux-guerres et l'antisémitisme en Roumanie. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pour se nourrir de ce livre, pour le recevoir pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas un témoignage, c'est un vrai roman dans lequel le narrateur est un architecte. D'abord il fait des études diverses, ça commence toute la première partie, se passe quand il est étudiant, et qu'en fait il est pris dans cette espèce de discrimination permanente, de persécution, voilà, c'est le mot que je cherchais, de persécution contre les juifs, contre les étudiants juifs. Il y a des bastonnades, il y a des conflits, il y a des vexations permanentes, on empêche les juifs, il y a un certain nombre d'étudiants roumains non juifs qui empêchent les juifs d'assister aux cours, enfin il y a des vexations, des persécutions permanentes, et donc il finit par devenir architecte, et donc il y a toute une partie aussi qui est liée à des projets pharaoniques de construction, donc tout un rapport très compliqué entre la nature et l'industrie, entre l'industrialisation et la nature, et donc voilà, donc ça croise toutes ces thématiques-là, et c'est un roman, vraiment, enfin je me rends bien compte que je n'arrive pas à le résumer, et je n'essaie même pas de le résumer, mais c'est un roman qui croise toutes ces questions-là. Le mieux, comme souvent, pour que je ne dise pas trop n'importe quoi, c'est au moins de vous en lire quelques extraits. Je vois que j'ai quand même noté 5 extraits différents, et ça sera trop long, donc je vais en choisir un, allez, presque au pif. Non, pas celui-là, il est intéressant, c'est le dialogue que le narrateur a avec Pierre Dogani, qui est un juif roumain qui en fait se réinvente une identité magyare et se veut juif hongrois. C'est aussi un personnage très intéressant. Il y a des côtés très dostoïevskiens dans ce livre-là. Alors c'est beaucoup plus moderne, c'est vraiment un roman qui, je pense, était d'une très grande modernité aussi quand il a été publié, quand il a été lu. Mais il y a un petit côté dostoïevskien, ce qui n'est pas c'est pas une insulte. Allez, sans grande originalité, mais c'est quand même très beau. Tout le dialogue avec Abraham Sulitzer. À la vérité, je n'ai pas envie de plaisanter. Sa bibliothèque me révèle un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence. La culture en jargon, la culture européenne en jargon, pourquoi, pour qui? Là, il faut que je recontextualise parce que je n'ai pas le temps de lire toute la page qui précède, mais chez le vieux juif, bibliophile, vendeur de livres, etc., il découvre qu'il y a des traductions de tous les grands classiques, Shakespeare, Cervantes, Molière, Tourguenieff, en yiddish. Et c'est ça que le narrateur appelle le jargon. La culture en jargon, la culture européenne en jargon, pourquoi? Pour qui? Je le demande à Abraham Sulitzer, et du coup, il n'est plus ni ému ni furieux, il est triste. J'attendais votre question. Je m'étonnais même qu'elle tarde à venir. En fin de compte, vous n'en savez pas plus à notre propos que le dernier des garnements qui suit dans la rue les Juifs en cafetan quand ils s'en égarent par ici et qui crient sur leur passage « Oivei » et « Akiki Adzoy », du jargon, du mauvais allemand, une langue de basse-cour. Voilà ce que le yiddish est pour vous.
Si je vous disais que c'est une langue ni belle ni laide, mais une langue vivante dans laquelle on a souffert et chanté pendant des centaines d'années. Si je vous disais que c'est une langue dans laquelle on a réfléchi à tout ce qui existe au monde, vous me regarderiez, tenez, comme vous me regardez en ce moment, du jargon. C'est une langue vivante, jeune homme, qui a des nerfs et du sang, ses peines et ses beautés. Et sa patrie, le ghetto, c'est-à-dire le monde entier. J'ai envie de rire quand j'entends tous ces sionistes parler leur hébreu livresque. Est-ce que c'est d'hébreu que nous avons besoin? De dictionnaire, de grammaire, de philologue et de quoi encore? Les pauvres. Ils abandonnent une langue en bonne santé pour aller chercher dans les tombes un parler qui fut et qui n'est plus. Dieu me pardonne, je n'ai pas oublié mon hébreu, celui que je tiens de mes anciens, mais comment vous dire, j'y sens quelque chose de froid, oui de froid, de rugueux, de nu, comme si je déambulais dans une salle en pierre, longue et déserte, sans un être humain, sans une plante, sans une fenêtre. Comment dire dans cette langue, j'ai mal, ça me brûle, tu me manques. Et puis si vous le disiez, à quoi ça vous servirait? Dites j'ai mal en yiddish et aussitôt vous avez mal. Ici il y a du sang, il y a la chaleur, il y a la vie. Je ne poursuis pas, mais ce personnage, ce plaidoyer, cet apologue du yiddish, ben voilà, c'est ça la littérature aussi. C'est que j'ai beaucoup parlé de ce dont parle le roman, c'est-à-dire les événements historiques, tout ce moment extrêmement important de la fin des années 20, début des années 30, la modernisation industrielle, l'antisémitisme, la montée des idéologies antisémites et totalitaires aussi. Mais ce qui est aussi très fort, c'est ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on lit dans ces romans-là? On lit un plaidoyer pour le yiddish comme une langue vivante, une langue qui parle immédiatement, c'est quand même magnifique. Dites j'ai mal en yiddish et aussitôt vous avez mal. Et on le lit quoi? En français, dans une traduction d'un roman roumain. Et c'est ça aussi la littérature. Mais enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Tiens, tant qu'à enfoncer des portes ouvertes, pédaler dans la choucroute, parce que je parle, j'improvise et j'ai pas forcément la santé pour faire ça, comme ça, mais je me l'impose à moi-même, je suis bien bête. Un livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo cyclable, mais j'en reparle avant de le ranger sur mes rayonnages, Dans les roues de Bruno Fern. Et Bruno Fern, je vous en ai déjà parlé parce que j'avais beaucoup aimé son suite, Roman Fleuve, également aux éditions Louise Bottu. Et donc là, c'est paru l'an dernier, 2020, toujours, Dans les roues, dans la collection Contrainte, des éditions Louise Bottu. Et l'idée de ce petit texte, c'était que chaque paragraphe correspond à un tour de roue. Et donc en fonction, bien sûr, du plateau, des pignons, tout ça. Enfin, je suis absolument incompétent en technique cyclique ou cycliste, bien que j'ai essayé de m'y remettre un petit peu en ce moment. Et je suis vraiment à la fois complètement ignorant et complètement mauvais. Ce texte donc part donc dans les roues, tourne, pas des yeux, mais plutôt des bâtons, dans la phrase et autour du pot, du moins de ses contours marqués. D'où les ralentissements, les appels de phare lancés en simultané vers l'extérieur et l'intérieur, quand ouvrir la bouche la ferme la boucle. La coupe n'indique pas qu'une respiration, mais parfois une accélération, bref, un vrai mélange des genres avec ses propres spires, ça fait intégrer la teneur biographique au sens d'une ligne à l'autre. Exemple, le Kidam, en ce jour d'indice UV4 et de pollution modérée, a laissé son manteau comme le temps dans le rondeau et ayant voulu s'oxygéner les neurones, se ferait un passage en bécane sur le terrain vague entre les herbes dites mauvaises qui l'envahissent aussi par leurs dénominations inconnues au bataillon et brouillent les pistes non précisées dans la notice. Évidemment, le problème, vous vous en rendez compte, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter dans la lecture de ce livre. J'ai commencé, pour vous donner l'exemple, le point de départ, l'incipit, et puis dès que c'est enchaîné, les roues tournent. Donc c'est le principe. Les roues tournent, c'est un engrenage, on ne peut pas arrêter le pédalier, clac, pile au bon moment. Et donc il y a une espèce d'enchaînement permanent du texte. Et pour lire là encore la 4e de couverture, voici les rêveries, ou plutôt les jeux de pensée, comme disait Arnaud Schmitt dans ses calculs, d'un cycliste en solo. Alors c'est terrible parce que moi aussitôt j'ai envie de lire Arnaud Schmitt. Et enfin voilà, c'est juste un nom. Et moi je lis ça et ça me donne envie de le lire. Ça roule, mais l'image n'arrête pas de sauter, tout est emporté par la succession de divers mouvements giratoires. La lecture de chaque fragment, de même que l'ensemble du livre, doit être aussitôt recommencée avant de poursuivre. Et ça rejoint un petit peu tout un développement que j'ai fait, décidément je n'arrête pas de m'auto-citer, mais pourquoi? Parce que là je suis en dialogue, j'espère, un peu avec vous, et j'apprécie toujours, il y a toujours des gens qui me laissent des commentaires sur Je range mon bureau ou sur Interpares.
nettement moins sur les autres vidéos, mais c'est pas grave. Donc je suis pas totalement fou à monologuer avec moi-même. Enfin, je dialogue aussi avec moi-même. Et donc, je reprends toutes ces obsessions-là. Et quand j'ai parlé, il y a quelque temps, des livres constitués d'une seule phrase, et j'en avais parlé notamment à propos de comédie classique de Marine Diaye. Ensuite, on m'a conseillé La danse du fumiste de Paul Aymon, donc j'ai lu La danse du fumiste de Paul Aymon, j'y ai consacré la vidéo Interpares 34, je crois. Eh bien, c'est le problème de ces livres-là. C'est que ils ne sont pas lisibles au sens linéaire. C'est les roues, c'est dans les roues, ça veut dire que c'est cyclique, ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter. Et donc, pour reprendre sa lecture, on est obligé de revenir en arrière. Donc on est tout le temps dans un mouvement de pédalier avant-arrière. Donc c'est des textes qui ont un principe d'écriture à contrainte. Alors là, il doit y avoir une contrainte peut-être un peu plus rigoureuse, un peu plus ferme, que je n'ai pas tout à fait noté ou remarqué. Mais ce sont des textes qui sont au centre de cette question du croisement entre l'écriture, la production du texte, comme disaient les structuralistes dans les années 70-80, Michael Riffater et les autres, et de la réception, c'est-à-dire comment on lit un texte qui est écrit pour ne pas être lu, ou pour mettre en danger, ou pour mettre en péril la lecture elle-même. Et c'est très très jouissif. C'est pas des textes qui du coup sont ennuyeux, sont illisibles. Ce sont des textes qui créent une lisibilité supplémentaire, une lisibilité augmentée, presque, je serais tenté de dire. Et donc tout ce mouvement de la décélération, de l'accélération, qui est au centre de la métaphore cyclique, il est aussi dans ce mouvement de la lecture. Dans les roues de Bruno Fern. Et je ne sais pas, j'avais été tenté, peut-être que je le ferai un jour, en fait, de faire une réponse à Dans les roues. J'avais envie d'écrire un livre, pareil comme celui-ci, un petit livre, mais un livre de réponse à Dans les roues. J'avais pensé à un certain nombre de contrepétries qui étaient possibles à partir du titre lui-même de Dans les roues. Mais voilà, on verra. C'est pas, ça travaille, on va dire ça comme ça. Un livre de quelqu'un que je connais via Facebook depuis pas très longtemps, qui est aussi directeur de collection aux éditions La Rumeur Libre, et Guillaume Artus Bouvet. Et donc là, c'est une de ses œuvres de poète, un recueil de poèmes qui s'appelle Prose Lancelot, suivi de monologues de la forme et de chants de personnes. Et j'ai été très très dérouté par ce livre. Je vais même admettre que je n'ai à peu près rien compris au texte, titre, Prose Lancelot, qui date de 2015. Le livre lui-même a été publié en 2020 aux éditions La Rumeur Libre. Et j'ai vraiment eu du mal avec ce texte. Ça m'échappe. Enfin, la syntaxe, les ruptures d'images, m'échappent. Et j'ai été beaucoup plus... si je dois vraiment essayer de retenir de manière plus positive, un des 3 textes qui m'a plu, c'est le Chant de personnes, qui est une réécriture, bien sûr, de l'Odyssée, qui retravaille la figure d'Ulysse. Et j'ai l'impression de passer mon temps à lire des réécritures de l'Odyssée, ou des textes qui reprennent à un moment donné tel ou tel élément de la figure d'Ulysse. Et celui-là, je ne saurais pas dire pourquoi, m'a plus parlé, au sens où voilà, j'y ai trouvé, moi, plus de profondeur, plus de résonance. Je suis en train de chercher quel passage vous lire. Le chant 6. Chant 6, donc, du chant de personnes, dans Prose Lancelot de Guillaume Artus Bouvet. À l'exception de vagues, pays, race éprise, impartie, qu'exila, où te plie, sous l'enfeuille grainée, garde en braise d'ordru. Cependant qu'insufflé, dans la nuit tombe Dieu, et sous froissement d'huile, au chevet qui dictant, fût-ce toi nu, rené, brillant, sans que vête soit quelque, immarital, épouse plus qu'un pas, la cavale de linge, à corps même saignant, mante simple, lavable. Et comme c'est pas facile à lire et comme je pensais encore moins facile à entendre, je vous mets un petit peu le texte que je viens de lire à l'écran. Et je me suis refait la réflexion là en reparlant vite fait, en improvisant cette vidéo, qu'une des raisons pour lesquelles j'ai peut-être préféré ces chants de personnes, c'est parce qu'il y a une structure commune, ce sont des poèmes. Les 24 chants sont tous, je crois, des 14 alors peut-être des sonnets, parce qu'ils sont systématiquement, ou presque systématiquement,
présentés en quatrains et tercets, comme des sonnets, alors des sonnets sans les rimes. Donc je pense qu'il y a aussi cette espèce de forme un peu fixe qui permet une reprise et qui permet comme ça qui fait une sorte de fil d'un poème à l'autre à l'intérieur du texte lui-même, donc qui fait que les 24 textes, il y a une trame, quoi, on va dire ça comme ça. Et la trame, j'ai eu du mal à la trouver. Bon, je trouve de toute façon la langue poétique très arrêtante. Enfin, moi, elle m'arrête, au sens où elle stoppe vraiment ma lecture, elle me bloque. Bon, c'est comme ça. Alors ensuite, je voudrais parler à nouveau, comme je l'ai fait, mais non, quoi, interparesse, de la collection Lettres ouvertes aux éditions du Réalgard, mais il y a vraiment beaucoup de petits livres, et je ne veux pas trop déborder, donc je vais peut-être les garder pour une autre fois, et je vais vous parler d'autres livres. Puisqu'on parle du Réalgard, une nouveauté aux éditions du Réalgard, Victor Hugo bien sûr, et grâce à l'éditeur, je l'ai eu avant la parution, puisqu'il paraît là, je crois, en janvier 2021, et moi je l'ai lu en décembre, et c'est Lionel Bourg, dont j'ai déjà parlé, il y a 2 ou 3 livres de Lionel Bourg dont j'ai eu l'occasion de parler déjà, et là Lionel Bourg parle de Hugo, il parle de Hugo, Victor Hugo bien sûr, à la référence au célèbre mot de Gide, qui est le plus grand poète de la langue française, Victor Hugo, malheureusement, je ne sais plus à quoi commencer. Et donc il reprend surtout, il parle de Hugo, de sa rencontre avec Hugo, donc c'est une sorte de portrait un peu autobiographique du rapport à Victor Hugo, tout en essayant de décrire une forme de trace presque universelle, ou en tout cas la manière dont en France, Victor Hugo est l'évidence même, et pourquoi il faut en revenir à Victor Hugo. Alors moi, il se trouve que j'ai eu, comme Lionel Bourg, comme beaucoup de gens, bien sûr, dans mon enfance, dans mon adolescence, cette lecture boulimique d'un certain nombre de textes de Hugo, et notamment du théâtre. En fait, moi, c'était beaucoup le théâtre en fait, de Hugo que j'ai lu, un petit peu plus tard les romans, et puis la poésie de manière beaucoup plus, en pointillé. Pourtant, j'avais les chansons des rues et des bois, j'avais les contemplations des très jeunes sur ma table de chevet, mais je les lisais de manière, enfin je comprenais moins, je crois, et je les lisais de manière beaucoup plus accidentée ou moins régulière. Alors qu'il y a eu à un moment donné, je crois vers 12-13 ans, où je me suis lu tout le théâtre de Hugo, et j'adorais ça, et j'adorais lire du théâtre, je n'en lis plus jamais, et j'adorais lire du théâtre, même sans en voir, en fait. Et ça m'est vraiment passé, bon, peu importe. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est le genre de texte qui résonne, pour peu que soi-même, on ait ce même type de rapport un petit peu, oui, personnel, avec la figure de Hugo, et puis avec son œuvre, bien sûr. Je vais lire un extrait. Bric-à-brac, s'indigna-t-on. Capharnaüm. Caverne d'Ali Baba, fourre-tout. Brocante colossale mais dénuée de l'agencement indispensable à la sacro-sainte hiérarchie. Décharge, dépôt d'encombrants. Les commentateurs n'y allèrent pas avec le dos de la cuillère, tensant le croque-mitaine, dénigrant le séducteur, accusant l'un et l'autre de n'être qu'un titan de fête foraine, un monarque de foire du trône. On a chiffré le nombre de ses locutions vicieuses, établi l'inventaire de ses répétitions, exposé dans des études savantes les béquilles et les bandages hernières de ses octosyllabes, disséqué ses romans, fouillé la lie de ses carnets secrets, débusqué l'escroc, vilipendé le mercenaire grassement payé par ses éditeurs, déconstruit sa faconde, ridiculisé les élucubrations du philosophe. Rien n'y fit, on n'a pas terrassé le lion. Le fauve grognier rugissait, même affublé d'une muselière. L'ongle pointu, la canine affûtée, on l'apercevait qui se faufilait nuitamment dans les bas-fonds et les égouts du pouvoir. Se serait-il empâté? Dame, l'argent, les repas plantureux, le commerce d'un guiseau, la sieste académique, la quarantaine. Ou piteux, l'aurait-on surpris la culotte aux chevilles sous les jupons d'une cocotte? C'est qu'il avait failli se perdre. Que le 2 décembre 1851 le sauva de la honte et que l'exil, il sut le reconnaître, claquant la porte au nez de Napoléon le Petit, lui ouvrit celle derrière laquelle il attendait que la destinée lui fit signe. Alors on voit, c'est totalement subjectif comme approche, c'est aussi, en grande partie, c'est un petit livre presque pamphlétaire, parce que c'est une réponse à tous ceux qui dénigrent Hugo, à tous, non, je dis pas, non pas à tous ceux T-O-U-S-C-E-X, mais à tous ceux T-O-U-T-C-E, c'est-à-dire toutes les choses qui font qu'il est devenu évident ou si facile de dénigrer Hugo, de le reléguer au second plan. Et Lionel Bourg, il montre qu'il y a toujours un retour du refoulé. Vous avez beau
rejeté Hugo, essayer de le mettre dans le placard, sous le tapis, etc., il n'arrête pas évidemment de ressurgir. Il est là et il est bien là. Donc il y a tout ce côté poétique, subjectif dans l'écriture du pamphlet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de vision téléologique dans laquelle moi je ne me retrouve pas d'ailleurs tout à fait. Je ne pense pas qu'il y a cette espèce d'évidence téléologique ou de programmation ou de destinée de la figure de Hugo. C'est évidemment le roman que Hugo lui-même a écrit de sa propre vie ou a voulu faire croire de sa propre vie. Mais voilà, moi en tout cas, moi ça c'est un Hugo qui ne me parle pas, ou c'est une vision de Hugo qui ne me parle pas. Bon, évidemment, il cite beaucoup de poèmes, de passages, il revient sur un certain nombre de scènes, on apprend un certain nombre de choses, parce qu'il connaît mieux Hugo que moi, il s'y est replongé mieux que moi et plus récemment que moi. Voilà, Lionel Bourg, Victor Hugo bien sûr, édition du Réalgard. Et pour continuer sur des lectures récentes, une vraie déception, celle-là, Nelly Sachs, Les Lettres en provenance de la nuit. J'ai acheté ça parce que ça fait très longtemps que Nelly Sachs, c'est un nom, ça fait partie des prix Nobel dont je n'ai jamais lu une ligne, dont je n'avais jamais lu une ligne. Donc ces Lettres en provenance de la nuit, 1950-1953, traduit de l'allemand par Bernard Potra, donc c'est aux éditions Alia, ça remonte à 2010 et ça a été publié simultanément, c'est un texte posthume de Nelly Sachs, retrouvé, publié simultanément en allemand et en traduction française en 2010. Et c'est un livre, je pense que j'ai vraiment fait le mauvais choix, je pense que c'est un livre qui n'est intéressant que si on connaît déjà très bien la poésie de Nelly Sachs. Alors du coup, je suis allé lire un petit peu de Nelly Sachs sur le web, ce que je n'avais jamais fait, en allemand, en traduction, et je pense qu'en fait c'est une poésie qui me passe complètement à côté, au-dessus, je sais pas où, qui ne me parle pas, et j'ai mieux compris pourquoi ce livre m'était resté totalement fermé. J'étais resté imperméable à ce livre, pour le dire avec cette métaphore. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé ça un peu déroutant ou difficile à vivre, c'est que c'est un livre dans lequel l'appareil critique est plus important que le texte. Donc, vous avez à chaque fois des notes extrêmement abondantes. Et dans lequel, en fait, le traducteur donne un certain nombre de précisions, référence à tel poème, référence à tel passage de la Bible. Et voilà, c'est ça par exemple. Voilà, là vous voyez. Donc ce sont des textes que Nelly Sachs a écrits après la mort de sa mère, d'où en provenance de la nuit, bien sûr, mais Brief aus der Nacht, le aus étant plus ambigu en allemand que le en provenance de la traduction, mais il est à peu près intraduisible. Et voilà, et donc comme visiblement Nelly Sachs se nourrit de toute une tradition théologique, hébraïque, que moi je ne connais pas du tout, qu'on retrouve d'ailleurs en partie porté par le personnage dont je lisais un extrait dans le roman de Mikhail Sebastian. Évidemment, ça m'échappe à peu près. Et puis, donc du coup, je trouve tout le livre avec ses notes de bas de page, ses explications, pas pour moi, quoi. Je pense que c'est pour les spécialistes de Nelly Sachs, ou pour les gens qui s'intéressent, qui ont déjà beaucoup lu Nelly Sachs, et ça n'est pas mon cas. Bon, ça arrive, mauvaise pioche. Là aussi, un livre sur la mort, le dernier livre de Nathalie Léger, Suivant l'azur, la narratrice, qui est certainement Nathalie Léger elle-même, accompagne et raconte, elle est dans le choc du deuil des derniers jours, des dernières semaines de son compagnon, qui meurt très brutalement. Et donc c'est un livre très dur. Enfin, moi il se trouve qu'en plus je l'ai lu à la clinique, alors que j'attendais pour une IRM, donc c'est pas c'était pas le meilleur choix. Nathalie Léger, j'avais beaucoup aimé son livre sur Samuel Beckett, Les vies silencieuses de Samuel Beckett, je crois. J'avais beaucoup aimé son livre L'Exposition aussi, qui est un très beau livre. Et le supplément à la vie de Barbara Loden m'avait un peu plus laissé tiède. Et là, c'est pareil. Bon, c'est évidemment émouvant. On ne peut pas ne pas s'identifier à ce qu'elle vit et à cette expérience de deuil tout à fait terrible. Mais néanmoins, voilà, ça reste pour moi un livre que j'ai lu parmi d'autres, et j'ai été ému, interrogé, dérangé même sur le moment, mais je ne pense pas que ça va vraiment
laisser une empreinte en moi, je ne sais pas comment le dire. Mon corps a vieilli d'un coup. Ça c'est très beau quand même, vous allez voir. Donc je ne sais pas ce que j'ai dans cette fin de vidéo, c'est le hasard des livres qu'il y avait sur le bas de la pile. Je suis très négatif tout d'un coup, je ne sais pas ce qui me prend. Ça c'est très beau, vous allez voir. Mon corps a vieilli d'un coup. Ce qui se tenait à peu près s'est défait. Il faut dire que je ne le possédais, et c'est un bien grand mot, que par brefs aperçus de surfaces ou de contours, sans unité, sans cohérence. Mais là, j'ai su, je crois avoir su, à moins que je ne l'ai imaginé ou rêvé, ouvrant les yeux un matin à côté de la place où tu n'es plus, me retenant de ne pas y sombrer, ouvrant les yeux sur le vide, mais dormant peut-être encore. J'ai su qu'une gravitation nonchalante et inexorable de la matière avait eu lieu, une chute lente de mon corps à l'intérieur de moi-même, toutes particules tombées en bouillie au fond du cul-de-sac. Je me suis levé, devenu vieille, minuscule, voûtée, ridée. Ta mort a arraché d'un coup le drap qui couvrait ma nudité. Alors je tire à moi des mots pour cacher, mais cacher quoi ? Je ne sais même plus quel nom donner à ce que je suis. Maintenant, tout, âme et corps supposons, tout est écrasé au fond, ne bougera plus. Je fais avec exactitude ce qui doit être fait, les intentions, les relations, les transactions, rien à redire. Ça devrait tenir encore un peu avant dernier éboulement. Donc on l'entend, une lecture difficile quand même, dure. C'est un livre qui est à la fois poignant et dur. Suivant l'azur, Nathalie Léger. Et je vais terminer avec une lecture, parce que je crois que dans l'état où je suis, je ne suis pas en mesure de faire autre chose qu'une lecture, du tout nouveau livre, là encore, de Charles Pennequin. Je pense que pour la parité homme-femme, je ne dois pas être trop mauvais dans cette vidéo, mais alors pour la parité ultra contemporain et plus ancien, là je suis mauvais comme tout. Hein. Je parle quasiment que de livres de 2020 ou 2019. Bon. Le tout dernier livre de Charles Pennequin, et là encore c'est pareil, j'avais vraiment préféré Les Exosomes ou Mon binôme, bon, qui sont les deux autres livres de Pennequin que j'ai lus, et je lis régulièrement Charles Pennequin sur les réseaux sociaux, ses vidéos, ses textes, ses poèmes graphiques, tout ça, et c'est quelqu'un dont je suis le travail qui m'intéresse, et j'ai trouvé voilà, ce recueil voilà, moins attachant en fait. Et bon voilà, si vous devez lire le petit conseil, le modeste conseil que je donnerais, si vous devez commencer par un livre de Pennequin, commencez par Les Exosomes. J'ai pas tout lu de Pennequin, mais dans ce que j'ai lu, c'est celui que moi je vous recommande. Je lis là le poème de la page 127, qui fait partie du grand poème intitulé Bobine. Dis-moi, papa, combien de temps il va encore ici rester, le temps, sans qu'on soit plus que rien que nous, et à rester sans temps, et sans le rien qui pousse, et à penser qu'on est, alors qu'on se souvient même pas qu'on se souvenait de rien. Ou sinon, laisser pourrir entre nous ces fluides et les lumières en plan, comme choses inertes, matière d'y respirer en plus désincarnée, et acter ça, la trouille, en son bocal, sa vérité, qu'il ne sait pas la réalité que dans son fond, asseoir sa peine et biner ça. Ballon crevé, ou dégonflé, articulé, tout le tas d'éloques comme suspendu, mais en plus fil, comme nul passoire, ne plus savoir, la peur, s'oublier à tout, s'épelle dessus, se fait piler bien mieux qu'au naturel, ou naître, coutre. Et comme pour Guillaume Artus-Bouvet tout à l'heure, je vous montre quand même comment c'est disposé sur la page. Et en vous montrant cette page, on s'arrête momentanément. Bizarrement, j'ai laissé quelques livres de côté, mais en fait, j'ai réussi en un petit peu moins d'une heure à vous parler des autres livres. Voilà. À bientôt.